au niveau de la collectivité, de la société, le fait qu'on n'est pas capable d'avoir une discussion réelle autour de... Voilà, il y a un certain nombre de valeurs ici qui s'entrechoquent. Effectivement, on a une dette morale parce que ces otages ont été pris suite à la catastrophe qu'on a connue le 7 octobre, quand l'armée s'est avérée s'effondrer, oui. Incapable de les protéger. Et puis il y a l'intérêt du pays. Bon, ben, c'est sur la table qu'il faudrait les mettre. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique et de décryptage de la sociopolitique de la scène israélienne, avec cette semaine un thème très en rapport avec la proximité de la fête de Pessah, cette fête dite de la liberté et de la naissance du peuple hébreu que nous allons célébrer dans quelques jours, avec comme thème: serait-ce donc la liberté, ou comment faire pour libérer les otages israéliens de leur emprisonnement qui dure à Gaza depuis 1 an et demi? Pour en parler avec nous dans le studio, Chaim Rothenberg. Chaim, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en informatique de profession, enseignant et aussi un disciple de longue date du Rav Léon Ashkenazi Manitou, que vous avez connu de près en France tout d'abord, puis après votre alia en Israël dans les années 70. Vous avez publié jusqu'à aujourd'hui une douzaine d'ouvrages fondamentaux en hébreu, transcrivant les cours de Manitou à partir du Midrash, ainsi que 2 volumes supplémentaires sur le sens, 2 ou 3 d'ailleurs, de la prière juive. Des publications qui, je le souligne, continue de susciter jusqu'à aujourd'hui un grand intérêt dans le public israélien, religieux et moins religieux. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, de notre thème, mis à part ceux qui voudraient faire libérer tous les otages maintenant et à n'importe quel prix, est-ce qu'au fond, il n'y a pas tout de même un dilemme moral, on verra tout à l'heure aussi émotionnel en Israël, du fait que ce conflit interminable et insupportable du dossier des otages, en fait, fait apparaître une sorte de contradiction entre les terribles périls qui pèsent sur leur sort immédiat et puis les exigences sécuritaires auxquelles l'État d'Israël ne peut se dérober face à ses citoyens. C'est un dilemme intenable. C'est un dilemme... Oui, intenable, on peut le dire. Il faut... Bon, face aux familles, je pense que la seule chose à faire, c'est de se taire. Après tout, c'est tout à fait normal qu'elle, par tous les moyens, finalement, essaye de faire libérer leurs proches. Il n'y a rien à dire. De ce point de vue-là, ce qui est plus questionnable, c'est tout ce qui se passe autour. Parce que très souvent, ou peut-être trop souvent, on entend parler, pour essayer de se rattacher à des sources traditionnelles, la mitzvah du Pidyon Shvuim. La libération des captifs. Il faudrait d'abord commencer par redéfinir exactement le cadre de cette mitzvah. Est-ce que la tradition, les sages... Non, est-ce que finalement, le cas actuel rentre dans le cadre de ce qu'on a toujours appelé de manière traditionnelle le Pidyon Shvuim? Pourquoi? Bon, déjà dans la Gemara, on en parle de cas de gens qui ont été pris en... Kidnappés, oui, pour des rançons. C'est pour de l'argent. J'ai sous les yeux, là, une réponse qui a été faite, qui est très intéressante d'ailleurs, qui a été faite au début du XIe siècle. C'est avant le temps de Rachi. C'est avant le Hamas. C'est bien avant le Hamas. Par un des grands de l'époque, qui s'appelle Rabbi Yosef ben Rabbi Shmuel Tov Elem. Et c'est une réponse qui concerne un cas de gens qui ont été kidnappés sur la route, en se rendant de Reims à la foire qui se trouvait à Troyes. À l'époque, il y avait des grands... Dans l'est de la France. Oui, la Champagne. Ma Champagne natale. Vous avez résidé. Oui, et c'est une réponse très intéressante. Parce que, effectivement, c'est pratiquement le premier cas dans l'ère moyenâgeuse qu'on connaît. Il y a eu des réponses données par les Géonim à Babylone bien avant. Mais là, disons, dans le monde occidental, qui n'est pas encore tout à fait occidental, de gens qui ont été kidnappés sur la route,
On demande une rançon, et puis on pose la question donc, à ce rabbin, qui est-ce qui doit payer la rançon? La communauté d'origine, là où il se dirigeait, ou les communautés environnantes. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les Juifs n'étaient pas très riches, donc c'était une somme importante. Donc on pose la question aussi, est-ce qu'on peut obliger à payer? Bon, et voilà donc la première réponse. Le cas de figure. Et puis il y a le cas très célèbre du Maharam de Rothenburg, ça c'est déjà en Allemagne, qui lui a été, lui il habitait à la ville de Rothenburg, donc en Allemagne, en Rhénanie. Il faisait sa alia. Et en arrivant en Lombardie, donc bien au sud, ça fait quoi, 700 ou 800 km au sud de son endroit où il habitait, il a été reconnu par un juif renégat, dénoncé au pape, et arrêté, remis au prince allemand de l'époque, qui lui avait interdit à tous les juifs de quitter son royaume, sous peine de mort, parce que chaque juif qui voulait quitter devait payer un droit de sortie. Il passait à la caisse. Voilà. Et donc le Maharam de Rothenburg, lui, a interdit à ses élèves de payer la rançon. Et il est mort en captivité. Ce sont deux cas traditionnels, disons. Et puis à partir de là, toutes les réponses jusque vraiment au temps très très moderne, parle de cas comme ça. 1970, vous vous souvenez peut-être détournement d'avions. Des trois avions qui avaient été détournés en Jordanie. C'est l'époque de Septembre Noir. Et dans un de ces avions se trouvait, celui de la TWA, qui n'existe plus comme compagnie, se trouvait le Rav Yitzhak Hutner. Et puis, donc, on a commencé à se poser la question. Il y avait demande de rançon, mais pas de rançon d'argent cette fois-ci. Là, il y avait demande d'échange de ces personnes-là. Il y avait 3 avions, donc ça fait à peu près 500-600 personnes, contre des politiques palestiniens ou des terroristes carrément. Et donc, aux États-Unis et en Israël, on a commencé à se poser la question de la halakha. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que ça ne ressemble pas aux cas prévus par la Gemara, ni aux cas qui ont été décrits au cours de l'histoire, dans les différentes réponses qui ont pu être données. S'il y avait un bateau de corsaires qui avait abordé dans la Méditerranée, un bateau où se trouvaient des Juifs, c'était très connu, on les vendait comme esclaves au marché d'Oran. Bon, la communauté juive d'Oran, par exemple, avait pris l'habitude de racheter. Et puis, ces corsaires avaient vu que ça marchait, donc pourquoi pas à un autre endroit? Mais ça, c'était... À Malte, il y en avait beaucoup aussi. Mais là, ça ne ressemble pas du tout. Donc, est-ce qu'on peut continuer à parler de Pidyon Shvuim? Ou bien, il faut redéfinir le cadre et dire, peut-être qu'on est dans une autre situation, on est devant un acte de guerre. Et c'est très exactement, je vais vous lire quelques phrases de la réponse qui a été donnée par le Rav Scherter, qui était un des grands décisionnaires aux États-Unis dans les années 70, donc, et qui dit, au nom du Rav Kaminsky, qui est bien connu à Bnei Brak, qui dit que, tout simplement, le cas qui est devant nous, donc les 3 avions détournés avec les otages pris qui se retrouvent en Jordanie, et il le dit, Zema ase milchama, c'est un acte de guerre. Umimela nofel tachat catégoria chez milchemet mitzvah. Donc ça n'a plus rien à voir avec le Pidyon Shvuim, si c'est un acte de guerre. Et on a eu après le cas, par exemple, NTB. Tout le monde s'en souvient aussi. Rav Ovadia Yosef avait commencé à écrire une réponse, lui aussi. Bon, entre-temps, les otages ont été libérés. Heureusement. Mais il a expliqué après sur quoi il se fondait. Et il se pose une question dans sa réponse, et c'est quelque chose de très important. Et il la formule comme ça de manière très, très traditionnelle. Est-ce que la vie de nos camarades, de nos frères, passe obligatoirement avant la vie d'autres frères qui pourraient être impactés par la remise en liberté des terroristes? Et c'est le cas aujourd'hui. L'affaire Shalit. 1 pour 1000. 1 pour 1000. Oui, mais combien sont retournés après? À leurs activités. À leur activité. Et combien de morts? Donc il y a une vraie question. Alors,
outre vous avez tout à fait raison d'inscrire cette première réflexion dans le cadre du Pidyon Shvuim, du retour des captifs, puisqu'il est souvent invoqué. On entend de ci de là des discours disant que c'est une mitzvah et qu'il faut donc l'appliquer. Mais il y a un autre argument plus insidieux et plus, a priori, qui semble plus pertinent, c'est celui de la fameuse Kedushat Chaim. C'est l'une les valeurs juives qui privilégient la défense de la vie. C'est bien la question que pose, entre autres, le Rav Ovadia Yosef. Est-ce que... Et il la pose en termes de la manière suivante. C'est une manière très, très connue dans la halakha. Là, on a une situation qui est certitude. Si on ne fait rien, ils vont être tués. Et de l'autre côté, on a peut-être, un peut-être. Ça s'appelle en hébreu schéma, peut-être, Vebari, sûr. Bon, ben la halakha, elle est claire. Schéma Vebari, c'est le Bari qui l'emporte, a priori. C'est-à-dire, il faut... À ce moment-là, il faut tout faire pour les libérer. Mais c'est là qu'on doit dépasser aussi le cadre d'un problème strictement individuel et se poser la question de quel est l'intérêt de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas en plus une nouvelle donnée qui est l'intérêt de l'État? Si on est dans le cadre d'une guerre, et on est dans le cadre d'une guerre depuis le 7 octobre, on ne peut pas le nier. Dire, oui. Oui. Donc, bien sûr qu'il y a des considérations morales, mais il y a aussi des considérations étatiques. Et sécuritaires. Sécuritaires et d'avenir, etc. Donc, on se trouve finalement dans une situation... Je ne la souhaite à personne, parce que quand quelqu'un doit prendre une décision comme ça et dire « Eh bien oui, on va libérer, oui, et demain, qu'est-ce qu'on va me reprocher si ?» Alors justement, la stratégie de longue date du Hamas ne date pas du 7 octobre ou de la veille ou des lendemains, à savoir de pratiquer, non pas faire des accords comme le deal qui aurait été conclu à plusieurs reprises pour libérer au compte-gouttes des otages, mais une véritable attitude d'extorsion, donc de cas de guerre en fait, avec comme tactique... en fait, pour la mettre en pratique, l'horrible jeu d'organiser, si vous voulez, et de développer un théâtre d'émotions et d'exacerber les divisions entre Israéliens par toute une série de pratiques, parce que les dirigeants du Hamas connaissent bien les divisions de la société israélienne. Je voudrais, à ce titre, vous lire un extrait d'un commentaire qu'a fait le juriste anglo-saxon Alain Dershowitz, juste en janvier dernier, au moment du deal, du deuxième échange de prisonniers assez important. Il a dit ceci: la décision du gouvernement israélien de faire des concessions au Hamas à propos des otages ne devrait jamais être appelé un accord, un deal, on dit en anglais. C'est une extorsion, car ce kidnapping est un crime et l'extorsion, donc les formulations à la demande du Hamas, constitue un autre crime. Et il conclut en disant, quand un groupe terroriste négocie, entre guillemets, avec une démocratie, c'est toujours lui qui l'emporte, car les terroristes ne sont contraints par aucune loi morale, ni loi étatique, ou une quelconque vérité. Donc, chaque fois, la démocratie se fait rouler dans la farine et doit, elle doit agir en fonction de la loi, dit-il, et avec la loi intérieure au pays et les lois internationales. Et donc, toute démocratie part perdante dans une telle négociation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, compte tenu de ce qu'on vient de définir, que dès le départ, comme ces données étaient connues quand même du gouvernement israélien, que dès le départ, on a mis le doigt dans un engrenage où on était sur un terrain miné qui allait mener à l'impasse d'aujourd'hui? Oui, mais je pense que cet engrenage, il a commencé bien longtemps. Si on se souvient de ce qui s'est passé, par exemple, pour ne rappeler qu'un exemple, quand il y a eu la prise d'otages à Ma'alot, des enfants qui ont été pris otages dans leur école. Dans le nord du pays, oui. Dans le nord du pays. Le gouvernement israélien, c'était Rabin qui était le chef du gouvernement à l'époque, n'a jamais envisagé de négocier. On a commencé à négocier dans le sens de on est prêt à faire un deal. À faire un deal. Un marchandage. Mm-hmm. Un marchandage comme ça, bien plus tard.
Et depuis ce jour-là, on est pris dans cet engrenage-là. Parce qu'au début, le prix, entre guillemets, bon, mais c'était 1 contre, je sais pas, quelques dizaines. Mais maintenant, on est 1 contre 1000. Enfin, ça devient aberrant. Les ratios des derniers ans, c'est 1 contre 3 ou 400. Oui, oui. Il n'y a pas de fin à cet engrenage-là. Et finalement, comme on revient toujours avec la même idée qu'il faut faire à tout pour que... Il n'y a pas de fin. On va s'arrêter. Et puis, cette espèce de naïveté qui consiste à croire que le Hamas va rendre tout le monde. Mais c'est leur assurance vie. Le jour où ils rendent tout le monde, ils ne sont pas bêtes, ils savent très bien ce qui va se passer. Alors, donc, comment on peut ne pas aussi prendre en considération ces arguments? Encore une fois, je ne dis pas que la situation est claire et qu'elle est noire ou blanc, et que si c'est pas ça, c'est ça. Je veux dire que là, il y a une complexité que le public israélien, à mon sens, n'est pas prêt à... Mais c'est même pas à accepter. Il n'est pas prêt à discuter de cette complexité. Parce que chacun vient avec sa solution. Ou avec ses émotions. Oui, c'est une solution généralement, effectivement, émotive. Les familles, on les comprend, mais évidemment. Mais ces entourages-là, d'un côté ou de l'autre, c'est ou blanc ou noir. Dans ce cadre-là, j'allais vous poser une autre question. C'est qu'à l'occasion de cette crise, cette terrible crise des otages, on a vu la résurrection du now, du maintenant, puisque, comme on disait tout à l'heure, le fameux slogan qu'on entend sans cesse, Bring them home now, faites-les venir, comme si ça dépendait du seul vouloir du gouvernement israélien, faites-les venir maintenant. Et on est prêt à payer n'importe quel prix pour ça. Moi, il y a une chose qui m'étonne. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu ces mêmes personnes qui réclament effectivement ce qu'elles réclament se retourner vers le Hamas en disant « c'est vous qui êtes responsables, c'est vous qui devez les libérer ». Parce qu'en fin de compte, c'est pas le gouvernement israélien qui les a pris en otage. Pourquoi il n'y a pas de pression, qui serait tout à fait légitime aussi, envers les nations, en leur disant faites pression sur le Hamas, d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait moyen de faire pression sur eux, vraiment. Mais enfin, disons sur le Qatar ou sur l'Égypte, en leur faisant comprendre que ce sont eux les responsables. Pourquoi toujours se retourner vers le gouvernement ? Alors, le degré zéro de cette émotivité qu'on peut comprendre auprès des parents ou des enfants d'otages, c'est une situation intenable, a atteint, je crois, son paroxysme il y a quelques jours, quand on a vu la mère d'un des otages, d'ailleurs l'une des femmes les plus virulentes de la place Kaplan, qui interpelle sans cesse Netanyahou en le rendant responsable nominalement de la situation, s'adresser en hébreu mais aussi en arabe, car elle sait parler arabe, dans un film qui n'avait rien à envier au film de propagande du Hamas qui met en scène des otages qui supplient le Premier ministre de vouloir s'intéresser à leur triste sort. Cette femme s'est adressée en arabe au gardien de son fils, en leur disant « je vous supplie de préserver sa vie ». Et donc, en fait, elle a fait l'impasse du Premier ministre, comme s'il ne pouvait plus rien faire. Elle s'est en partie adressée à Trump. On voit aussi les parents qui sont désespérés recourir au chef de la première puissance du monde, et aussi et surtout au Hamas, c'est-à-dire un acte je dirais, de soumission totale à ce groupe terroriste. Encore une fois, cette pauvre femme, je peux la comprendre. On devrait se demander qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans une situation pareille. Bon, il faut se rappeler aussi que d'un autre côté, il y a aussi des parents qui ont dit des choses très courageuses, parce que dire... Certains il ne faut pas négocier. Oui, ont conscience de l'intérêt national. Voilà. Alors, bon, moi, encore une fois, je laisse les familles de côté, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense qu'au niveau de la collectivité, de la société, le fait qu'on n'est pas capable d'avoir une discussion réelle autour de... Voilà, il y a un certain nombre de valeurs ici qui s'entrechoquent. Effectivement, on a une dette morale parce que ces otages ont été pris suite à la catastrophe qu'on a connue le 7 octobre, quand l'armée s'est avérée s'effondrer, oui. Incapable de les protéger. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a l'intérêt du pays. Et puis, tout ça, c'est sur la table qu'il faudrait les mettre. Pour que d'abord,
ont réussi à savoir, mais comme aujourd'hui, on est visiblement incapable d'avoir un dialogue réel. On a des monologues, et puis on se lance des insultes, à droite, à gauche, on s'invective, mais il n'y a pas de dialogue. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette impasse au niveau justement de la nécessité d'un dialogue sur l'essentiel, à tête reposée, non pas loin des émotions, en tenant compte des émotions, mais en ne tenant pas compte que des émotions, est-ce que la responsabilité, ou plutôt l'irresponsabilité de cette impasse, ne vient pas en partie des médias, des grands médias israéliens, qui amplifient sans cesse cet émotionnalisme, j'allais dire, en fait, pourquoi ? Parce que le média aujourd'hui, il construit tout sur le sensationnalisme des émotions, 24 heures sur 24, puisque à chaque flash, à chaque journal télévisé du soir, on a des témoignages, on écoute la même antienne, le même thème de cette insupportable situation des otages qu'on comprend évidemment, qu'on n'imagine même pas tellement elle est dure, mais il n'y a pas de voix pondérée, il n'y a pas, même dans les plateaux de télévision, il n'y a pas une voix d'un éditorialiste, etc., qui surgit pour faire entrevoir qu'il n'y a pas que la question individuelle ou familiale de ceux qui sont prisonniers et qui souffrent énormément, mais aussi il y a l'intérêt de l'État. Oui. On n'entend pas cette voix. Oui, on n'entend pas. Et je reviens à l'histoire de Gilad Shalit. Si vous vous souvenez, il y a eu une commission d'enquête après, qui a écrit un rapport, malheureusement qui est secret, qui a été remis au gouvernement israélien et dans lequel des lignes directives politiques sont définies de manière très claire. En cas de prise d'otage. En cas de prise d'otage. Les conclusions n'ont jamais été révélées. Alors, question, est-ce que le gouvernement agit en fonction de ces lignes-là? Si oui, eh bien, il faut le dire. Sinon, il y a un problème. Pourquoi il y a eu cette commission? Pourquoi il y a eu ce rapport? Et les gens qui viennent crier il faut absolument, et maintenant, à n'importe quel prix. Est-ce qu'ils ont eu aussi une connaissance? Bon, quand même, je veux dire, dans ces gens qui crient, il y a quand même des gens qui avaient des fonctions très importantes à l'armée, au Misrad HaBitachon et dans d'autres instances gouvernementales, qui connaissent les conclusions du rapport. Alors, c'est un jeu politique, c'est cynique dans ce cas-là, ce qu'ils font. Je ne sais pas. Je veux dire, il y a quelque chose de malsain au départ. Et ça dure depuis des années. Parce qu'on n'a jamais tranché de manière claire une ligne politique consensuelle autour de « et si il se passe quelque chose ?» Alors évidemment, personne n'a pensé qu'on aurait une situation où il y a des centaines d'otages. On a toujours pensé 1, 2, 3... mais là, des centaines. C'est ça aussi qui amplifie. Alors, les médias, les médias, chacun suivant son obédience. Hein. Si quelqu'un croit qu'un journaliste est neutre il peut continuer à rêver. Mais bien évidemment qu'ils expriment leurs opinions personnelles. C'est pour ça, je pense que le malaise profond vient du fait que dans la société israélienne, depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, on évite de parler des vrais problèmes. Alors, c'est comme un peu la personne qui a une petite blessure, on va lui mettre un sparadrap, puis en espérant que ça tienne bien, maximum un petit bandage autour, mais peut-être qu'il y a quelque chose en dessous. Alors, le fait est qu'au 7 octobre et ses suites, tout a explosé, et tout est... En fait, et tout est sur la table maintenant. Tout est sur la table, mais on ne dissèque pas les problèmes comme il faut. Non, et on ne peut pas parce que c'est dans l'urgence, encore une fois. Et dans une situation de guerre. En tout cas, merci Chaim. On aurait eu plaisir à poursuivre notre débat, mais le temps qui nous est imparti est terminé. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Chag Sameach. Et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, avec des choses qui peut-être peuvent nous surprendre du bon côté. Merci et Chag Sameach.